Bonjour et bienvenue, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique ici à l'Université Laval. Cette semaine, nous recevons, en fait, vous apprêtez à prendre un café avec un tout nouveau collaborateur. Vous vous rappelez, cet été, j'avais fait mon appel à tous pour intégrer de nouveaux collaborateurs à l'équipe d'IA Café. Pour enrichir notre équipe avec une nouvelle tête, une nouvelle expertise. Et chers amis, nous avons trouvé quelqu'un de choix comme deuxième nouveau collaborateur. Il s'appelle Claude Coulombe. Bonjour Claude, bienvenue à IA Café. Bonjour. Bienvenue à ton podcast. Claude, ça se passe bien, la première entrevue aujourd'hui. Comment as-tu découvert notre podcast, là? En fait, moi, je suis abonné aux infolettres de l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle. Puis j'ai ça dans un des envois, ils ont parlé d'un podcast, en fait, un balado, qu'on doit dire. Là. Ah oui. Tu comprendras que moi, je suis un défenseur de la langue française et donc je peux être un apport pour votre équipe là, dans le sens que mais je veux pas être trop méchant, trop pointilleux, là. Trop pointilleux, là, couper les cheveux en quatre non plus. Ça va revenir dans l'entrevue là, que j'ai préparée avec toi, le petit côté, la préservation de la langue française, ça occupe un espace. Technologie et préservation de la langue, tout à fait. La langue française. Et pour moi, c'était important d'avoir des balados en français sur le sujet, dans le domaine. Il y en existe quelques-uns, peu nombreux. La plupart des gens qui font ces balados-là, c'est pour se faire connaître. Puis une fois qu'ils ont une bonne job, un bon emploi, je devrais dire, ils disparaissent rapidement des ondes. Là, puis c'est en tout cas, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre là, de ces balados-là. On les salue. On les salue quand même. Moi, je suis abonné à une vingtaine de balados, OK? Puis il y en a certains qui sont morts sur le feuilleton. Au feuilleton, c'est ça. Je pense entre autres à Linear Digression, là, qui était un de mes préférés, là. Qui était un des premiers aussi. Il y en a eu en français aussi qui était très bon. Puis j'ai découvert le vôtre. Puis moi, je me suis dit, j'avais l'idée, moi, d'en faire un balado, mais tout seul, un balado, c'est pas évident. L'aspect technique aussi, c'est pas beaucoup de travail. J'ai fait un petit peu Oui, il y a des choses à penser là, pour produire tout ça. Genre, c'est quelque chose. Là. Exactement. Puis j'utilise un petit peu Audacity, mais vraiment, j'ai trouvé ça assez laborieux. Fait que j'attendais l'occasion propice. Puis là, c'est qu'en écoutant la balado, tu parles de ça, j'ai dit, bon, mais mon rêve s'exauce. Mon rêve s'exauce. Il y a quelqu'un qui est prêt à faire la technique puis à m'intégrer à son équipe. Ben oui, tu vas l'avoir, ton micro, Claude. Tu as raison, il y en a plusieurs des podcasts. À chaque seconde, là, je dirais qu'il y a la naissance de 10 nouveaux podcasts. Mais il y en a peu qui résistent au temps. Je pense que c'est peut-être notre principal défi, c'est d'essayer de durer, pas juste le temps que le buzz passe, puis qu'on a besoin des fois de cette voie-là pour se faire connaître, comme tu disais, mais de faire quelque chose de plus sérieux, construire. C'est sérieux, mon histoire de faire une enquête sur l'intelligence artificielle, puis être sérieux dans notre démarche, continuer d'essayer d'apprendre, comme nos auditeurs d'ailleurs, à ce propos, puis former notre tête, la tienne. Oui, en fait, d'avoir une communauté aussi. Puis souvent dans le web, sur Internet, c'est vraiment l'idée de durer. On devient des incontournables quand on a fait les choses à peu près. Je te dirais qu'une règle du pouce comme ça, je te dirais qu'après 5 ans, tu deviens un incontournable. Parce que la plupart des, puis là, on va prendre un terme anglais, les fly-by-night vont s'être retirés parce que c'est trop d'ouvrage de maintenir un balado. 5 ans, ce sera notre objectif, en espérant que tu sois là pendant les 3 prochaines années, puisqu'on est déjà à notre deuxième année. J'ai bien hâte de te présenter. Félicitations en passant. Excitation, yes. En félicitations, tu disais, ben merci. Il reste à faire. Si c'est 5 ans, on va essayer de se rendre au moins à cette étape-là. Content de te savoir parmi nos collaborateurs. Je suis convaincu que les auditeurs vont aimer ton expertise parce que c'est une expertise qui
qui est terrain, je dirais, là. Donc, de l'expérience en informatique, on en a besoin, là, surtout les intellectuels. Moi, je fais partie d'un monde très universitaire, là, où on est bien loin souvent du terrain. Donc, ça en prend plusieurs expériences en informatique de ta part, là, derrière la cravate. Spécialiste en architecture logicielle, du moins, c'est ce que je vois dans certains textes, proche de l'entrepreneurship, évidemment, de l'invention d'une certaine façon. Ancien disciple du mythique Joshua Bengio. Je voyais ça apparaître dans ton CV. On va parler de tout ça. T'es prêt, Claude? Oui, tout à fait. Merci. Maîtrise en informatique en 1988. On ne dira pas ton âge, mais on va dire que tu as fait ta maîtrise en 1988. Pourquoi l'informatique? Qu'est-ce qui se passe dans les années 80? Pourquoi tu te retrouves dans ce domaine-là? En fait, moi, j'étais destiné à faire une carrière scientifique au départ. Donc, j'ai étudié en physique et en mathématiques. Et à l'occasion d'un stage d'été en physique nucléaire, dans le bunker, là, le laboratoire de physique nucléaire, on l'appelait comme ça, le bunker, ouais. qui est derrière l'Université de Montréal, là où j'ai côtoyé des gens quand même intéressants et intéressés. On faisait de plus en plus de physique numérique, qu'on appelle, donc se basant sur les ordinateurs, les simulations. Et moi, c'est ça, je faisais un stage pendant cet été-là, puis on m'avait donné un problème à résoudre pour l'été. C'était des bourses là, du CSNG. J'en avais déjà eu une précédemment dans le domaine de la physique du plasma, mais j'ai trouvé ça vraiment trop dépendant du matériel. Là. Moi, l'expérimentation, ça m'a vraiment déçu. Passer l'été à attendre que les gens reviennent que les techniciens reviennent de leur voyage de pêche, attendre après une cathode qui était fabriquée en Allemagne, puis j'imagine qu'eux autres aussi étaient dans leur voyage de pêche. C'est vrai qu'on idéalise plutôt le laboratoire, là, mais moi, c'était plutôt du laboratoire en sciences, puis des fois, il n'y a pas beaucoup de contenu intellectuel. Tu es là sur ton bench, tu fais du travail, tu attends après les autres, tu attends. Donc, toi, ça te manquait, là, informatique, physique, ça te prenait un problème, là, un vrai problème à résoudre. Ça bougeait pas assez, c'était trop tranquille, je dirais. Puis frustrant aussi. C'est l'impression en fait, l'impuissance que tu as. Là, je me disais, si j'étais technicien, si j'avais appris à souffler le verre, si j'avais appris, là, je me disais que pour être un bon expérimentateur, il faudrait que je fasse tout ça. Finalement, c'est l'informatique qui m'a gagné parce que ce stage-là que je faisais avec Bernard Lorazo et Bernard Goulard, Bernard Goulard, entre autres, il avait enseigné à l'Université Laval, c'est un physicien qui avait enseigné à l'Université Laval, qui était au lab de physique nucléaire de Montréal. Et puis, j'avais un problème à résoudre, c'était les interactions à n-quart. Bon, il y avait beaucoup d'équations. Les interactions quoi? À n-quart. N-quart? Bon, tu vois, ça, c'est... Excuse, tu viens d'entendre le bruit de la porte, parce que c'est des colis, ça. Ah, on les salue. Bon, ça a sonné à la porte. On est de retour. On était à parler de pourquoi l'informatique, comment ça arrive dans ta vie. Tu me parlais des relations n-quart, c'est ça que tu... Oui, des problèmes interaction à n-quart, c'est-à-dire n étant plus grand que 2. Ah, okay. En fait, c'est un problème de physique assez classique, là, c'est que quand on dépasse 2 quarts, ça devient très difficile d'avoir des équations analytiques pour décrire l'état d'un système. Des quarts, de quoi on parle? Là? Des quarts des objets. Des objets par exemple, plus que 3 nucléons dans un noyau atomique. OK. Puis là, 2 nucléons et plus, c'est-à-dire 3 et plus. Donc, il faut simuler avec des équations différentielles les déplacements puis les propriétés de ces nucléons-là qui interagissent. Donc, ça ne se fait pas analytiquement, il faut le faire avec des simulations et des calculs approximés. Donc, c'est encore... puis là, tu vas rire, mais tout l'apprentissage, en fait, automatique, là, c'est beaucoup des approximations. C'est des boucles là, itératives et on s'approche de solutions. Donc, c'est un peu la même idée d'utiliser des ordinateurs pour faire des calculs approchés qui sont de plus en plus précis. Et c'est ça qu'on m'avait donné comme problème. C'est un petit problème qu'on t'a donné, toi. C'est un petit problème. Là. Faire des calculs comme ça, oui, pour toi, c'est un petit problème. Là. J'avais des solutions qui étaient... j'avais un article avec... c'était des Russes qui avaient fait de l'article. Je ne me rappelle pas, évidemment, ça fait trop longtemps. Mais ils avaient une solution, puis moi, je l'implémentais en Fortran à l'époque. Okay? Moi, j'étais vraiment... Fortran, c'est le vieux langage de programmation, c'est ça? Tout à fait. Mais en même temps, ce langage-là, qui est un vieux langage, il y a encore des librairies
bibliothèques, on devrait dire, là, de calcul en Fortran, qui sont aujourd'hui tout simplement inclus, sans qu'on y touche, à l'intérieur de librairies, par exemple, pour le calcul des machines à vecteurs de support. Oui, je me rappelle, on a fait une entrevue au début, une des premières entrevues avec Darwin Brochero, qui justement programmait en Fortran, c'est ça? Ouais. Puis, on voit que je ne suis pas très à l'aise avec ce langage-là. Ils sont tellement optimales, bien optimisés qu'on ne les réécrit pas. On les utilise avec... C'est vieux, mais c'est stable, puis c'est fiable, puis on peut s'y... Donc, informatique. Toi, Claude, maîtrise en informatique, tu diriges en informatique, on te donne des petits problèmes qui ressemblent à ça, puis tu triples. En fait, c'est que Bernard Goulard, pour faire une histoire courte, je termine le projet en 2 semaines au niveau des calculs. Après ça, on me dit, ben là, qu'est-ce que je peux faire? Je reviens auprès de mes chercheurs. Mes chercheurs me disent, mais fais donc des beaux graphiques, parce qu'on commençait à faire des graphiques en 3D, des pseudo 3D, là, des projections pour les puits de potentiel, donc des belles courbes, des beaux puits de potentiel là, pour mes nucléons, mes noyaux. Puis là, au bout de 2 autres semaines, j'ai fini. Puis là, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Là, il dit, tu as fait ton stage maintenant. Il dit, amuse-toi. Puis le type, c'est Bernard Goulard. Il me donne un livre qui a été écrit en 1976 qui s'appelle Machina Sapiens. Essai sur l'intelligence artificielle. Machina Sapiens. Par un franco-australien qui s'appelle William Skybington. Il me donne ça, puis là, je me mets à lire ça. Là, j'étais à mon compte. Je n'avais plus rien à faire sinon de m'amuser. Et là, en Fortran, j'ai écrit une tonne de petits programmes là, d'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes, mais c'était surtout des recherches dans des arbres. Là. À l'époque, on optimisait, trouvait un chemin pour traverser les cannibales puis les missionnaires sans se faire manger, des problèmes avec des vases où tu transites des vases là, avec différents contenants, mais trouver le chemin optimal pour mesurer un 2 litres à partir d'un 5 litres puis d'un litre, des trucs comme ça. Là. J'en ai fait tout plein. Là. Des petits problèmes logiques comme ça que tu essaies de transformer en langage informatique, automatisé. Ça. Puis Machina Sapiens... c'est devenu une compagnie par la suite. Ben c'est ça que j'allais te dire. C'est un ouvrage, là, tu l'as lu au complet, tu l'as tellement aimé que tu as décidé de produire de créer une compagnie à ce nom-là. Là. J'ai changé de domaine, en fait. Là, j'ai demandé, j'étais en fin de baccalauréat. On est en quelle année, là? Là, on parle de 85. 85? Puis là, je demande pour faire une maîtrise en informatique, mais évidemment, je passe par la filière du calcul scientifique parce que c'est plus facile pour moi parce que je n'ai pas un bac en informatique, j'ai un bac en physique. Je maîtrise Fortran, mais je n'ai pas tout le bagage d'un bachelier. Fait que j'ai fait une propédeutique quand même, quelques cours de programmation. C'était assez pénible parce qu'à l'époque, on avait des ordinateurs partagés puis on travaillait la nuit parce qu'on ne pouvait pas avoir autrement du temps d'ordinateur. C'est vrai. Ça va rappeler des souvenirs à bien du monde. Là. Et puis, c'est ça, j'ai fait une maîtrise. J'ai commencé une maîtrise, en fait, en calcul scientifique. Puis, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux faire le reste de mes jours? Et la réponse, c'est non. C'était vraiment l'intelligence artificielle. Et puis là, j'ai viré ça en thèse sur l'intelligence artificielle, en fait, thèse de maîtrise en intelligence artificielle. Puis la compagnie Machina Sapiens, c'était quoi? La compagnie Machina Sapiens, c'est arrivé en cours de thèse, en cours de maîtrise. On avait un local avec plusieurs étudiants, là. Et puis, tous ces étudiants-là avaient des projets d'entreprise. Parce que dans ces années-là, dans la fin des années 80, au Québec, il y avait vraiment un climat, une fièvre d'entreprise, d'entrepreneurship. Oui, très, très fort. En tout cas, dans mon bureau, là, il n'y avait pas personne qui ne voulait pas partir quelque chose. Hein. Il y en a un qui voulait informatiser les cabinets de dentistes, un autre qui voulait informatiser la distribution de pétrole de différents produits pétroliers. Il y en a un autre que c'était d'autres idées. Puis, moi, je ne savais pas trop quoi faire. Je m'intéressais au domaine de l'éducation. Il y a eu un concours du ministère de l'Éducation. Moi, je n'avais pas terminé ma maîtrise encore. J'étais avec un de mes compères là, de maîtrise, puis lui avait un baccalauréat en linguistique, Michel Descaries. Michel Descaries. Donc, tu as créé ça, je pense, Machina Sapiens. Je vois Richard Young, qui était un ami d'enfance. Oui, Michel Descaries. Un excellent programmeur, Richard Young, là, comme on dit, là, bit and byte, là, capable de couper un bit en deux. Là, ça, c'était vraiment quelqu'un qui codait serré. C'est vraiment un génie de l'informatique. Puis Descaries lui amenait tout l'aspect, je dirais, linguistique.
Et on a fait un projet, on a répondu au concours du ministère de l'Éducation. Et c'était en fait un système de conception de récits d'aventure. Hein. Les aventures dans des cavernes, on jouait beaucoup d'ailleurs à ça dans nos moments libres. De type Donjon Dragon, là, mais... Exactement. Les caves, ces choses-là, on jouait avec ça. Donc, on jouait avec du texte à l'époque. C'était une aventure, mais c'était juste du texte. Puis j'imagine qu'il fallait penser à l'arbre de décision du personnage en question. C'était ça. Puis là, on s'est mis à penser à un système où on avait... L'étudiant ferait une espèce avec des blocs Lego de base là, pour créer des aventures, là, des personnages de base. On faisait des simulations, beaucoup des langages de simulation avec Simula, puis les langages Object qui commençaient à exister à cette époque-là. Puis il y avait l'aspect linguistique. Donc, on a dit, on va passer des commandes en langue naturelle, on va convertir ça en action sur des objets, puis on va faire simuler un monde comme ça. Et on va permettre aux jeunes de créer leur propre environnement de jeu à partir des blocs Lego qu'on produit. Et ça va générer une histoire pour résoudre en fait, c'est une chasse au trésor, essentiellement, le principe. Et ce projet-là a été vraiment un succès, là, ça nous a parti, en fait. Mais nous, on était toujours étudiants quand on a répondu à l'appel d'offres. En fait, c'est comme ça qu'on a gagné le concours, puis après ça, ça a parti la compagnie. Puis dans ton CV, je vois Correcteur 101. C'est quoi le lien avec Machina Sapiens? Est-ce qu'il y en a un? Oui, tout à fait. C'est Correcteur 101, ça a été créé par nous. En fait, au début, nous, on avait un petit correcteur à l'intérieur de Scarabée, là, qui s'appelait Scarabée. C'est un acronyme savant pour Système de conception assistée de récits d'aventure dans le but d'enseigner l'écriture. Oh, c'est un bel acronyme, ça. C'est ça. Et ça, c'est devenu même, on l'a exporté en France. Ça s'appelait Saga en France. C'était Nathan Logiciel, oui, ça a été un beau succès. Donc, d'un petit jeu, on passe d'un petit jeu intéressant, plus Donjon Dragon dans leur cave, à Correcteur 101. Moi, je me souviens d'avoir utilisé Correcteur 101, c'était notre antidote de l'époque. Là, on l'avait sur nos PC. Ça, mais la moitié de l'équipe du Correcteur 101, c'était des gens qui ont fondé Antidote. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. Puis moi, j'ai décidé de ne pas les suivre pour des raisons personnelles. Je te dirais surtout de fidélité à l'équipe existante. Une histoire d'ego là, quand ça se rentre dedans, là, c'est pas drôle. En fait, quand tu n'as pas de succès, tous les gens sont... Ouais. Quand tu n'as pas de succès, là, quand tu tires le diable par la queue, c'est facile. Là, tout le monde est prêt à partager. Mais la journée où tu as du succès, là, tout le monde veut s'attribuer le succès. Puis ça a été vraiment une histoire d'ego comme ça. C'est une belle leçon. Le partage du succès, souvent, il faut le résoudre avant que le succès arrive. Là. C'est la même chose en publication. Les chercheurs, là, ça va, mais si la publication a une certaine renommée, là, tout le monde veut être auteur ou s'il y a un potentiel. Puis au moment qu'il n'y a pas beaucoup de potentiel, pas beaucoup qui veulent le signer. Donc, il y a ça. Là. Oui, le succès monte à la tête, entre guillemets. Puis, on a peut-être mal géré ça. On ne s'attendait pas à ça. Ça a parti sur les chapeaux de roue. Ça a été vraiment... Vraiment? On dirait qu'il n'y avait pas un PC qui n'avait pas Correcteur 101. C'est pas compliqué? Oui, tout à fait. Puis, Antidote, aujourd'hui, est très, très répandu. Puis moi, c'est quand même... Pour moi, comment dire, même si je ne suis plus membre de l'équipe, j'ai toujours vu ça comme, en fait, la continuation de ce qu'on avait fait. Et c'est une niche intéressante. Dans le domaine de l'IA, c'est souvent d'avoir des niches comme ça. Et je me disais, le français, j'avais une préoccupation. Et les gens qui ont créé Antidote, qui ont créé Correcteur 101, c'était pas 101 pour rien. C'était parce qu'on était oui, c'était en relation avec la loi 101. On avait même rencontré Camille Laurent à l'époque. On a une photo, là, on y serre la main. C'est vrai, wow! On était à la fois des entrepreneurs et des défenseurs de la langue française. C'était vraiment un rêve nationaliste, là, mais pas de rejet des autres. C'était l'affirmation française. L'affirmation, la défense de la langue. Parce qu'on ne voulait pas que notre langue soit pas desservie par la technologie. On s'est dit, si on veut que le français demeure vivant, il faut en faire une langue qui est vivante et qui exprime les réalités modernes, les réalités contemporaines. Donc, on savait que le principal... J'invite mes auditeurs à ne pas oublier ce que tu dis là, parce que c'est une passion là, qui te lâche pas. Depuis le début, on le voit, là, dès Correcteur 101, même avant, c'est la première chose que tu nous as dit en entrevue. Puis c'est toujours là, même, je dirais que ta contribution à notre podcast, ça va aussi pointer dans cette direction-là. Donc, tu me disais Machina Sapiens, d'abord, Scarabée, là, on crée un petit jeu, on joue, puis en même temps, on prend soin de la langue française dans ce jeu-là. Puis éventuellement, ça se transforme en Correcteur 101, qui est un outil... Il y avait un petit analyseur de langue dans Scarabée qui était primitif. Puis là, en discutant avec Michel Descarrés, je disais, il n'y a pas moyen qu'on étende ça, que ça soit plus large. Et on a fait une percée technologique. À l'époque, c'était le premier
analyseur morphosyntaxique à large couverture pour n'importe quelle langue. Là. Et on utilisait en fait Correcteur 101 était ça, tu disais? Oui, Correcteur 101, c'était en termes technologiques, le premier analyseur morphosyntaxique à large couverture pour le français, mais aussi pour l'anglais, ça n'existait pas. Et on s'est basé sur les grammaires de dépendance d'Igor Melchuk, qui est un professeur de l'Université de Montréal. En fait, c'est un réfugié politique qui a fui la Russie, l'URSS à l'époque, là, et qui était vraiment une pointure. Puis en linguistique, là, il y a Chomsky qui est connu, mais vraiment, Igor Melchuk, qui mériterait d'être davantage connu. Il a inventé, entre autres, la théorie sans texte, qui est une théorie très élaborée de linguistique qui regroupe tous les niveaux, y compris la sémantique. Mais il a aussi contribué fortement au développement et à la recherche sur ce qu'on appelle les grammaires de dépendance. Ben oui. Okay? Et les grammaires de dépendance, ça s'est imposé. Maintenant, tous les analyseurs morphosyntaxiques, tous les analyseurs de langue puissants, même ceux qui sont basés sur des technologies à base d'apprentissage, le formalisme sous-jacent, OK? Si on regarde les trucs que fait, par exemple, Google, c'est basé sur les grammaires de dépendance. Puis j'avais rencontré Chris Manning, qui était professeur à Stanford, un des grands chercheurs dans le domaine de la langue naturelle. Et puis, on avait bien ri de savoir que vraiment les grammaires de dépendance s'étaient imposées dans le monde informatique parce qu'il était plus facile à utiliser pour faire des calculs, pour faire de l'analyse de langue. Ça, c'est l'histoire du correcteur. Très intéressant. Comment on passe de la langue à quelque chose de complètement informatique. Penser une langue, il me semble que ça se passe dans le cerveau, ça se passe dans la bouche surtout, mais vous, votre façon de le concevoir, c'était vraiment, ça s'informatise, tout ça. Il y a des liens entre les mots, ça se programme, ça peut s'analyser, le langage. En fait, ça a amené, je pense que les travaux de David Beauchemin aussi sont aussi dans cet esprit-là, là, analyser le langage naturel, ça fait partie de votre discours lorsque vous parlez de ce que vous faites. Oui. Donc, Correcteur 101, c'est bien, on comprend le concept. Puis, éventuellement, la compagnie, là, on va faire un bond peut-être jusqu'en 2002 où tu fondes la compagnie Linga Technologies. On voit que la langue continue de faire son chemin. Linga Technologies, technologie de la langue, on voit qu'on n'est pas... Donc, tu abandonnes un petit peu l'esprit de la correction du français, mais là, c'est plus de l'ordre de la traduction, c'est ce que je comprends. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Mackinia Sapiens s'est cassé la gueule, la figure avec la bulle technologique en 2002. Puis c'était en grande partie les investisseurs qui étaient très voraces à cette époque-là. Puis je te dirais qu'ils étaient presque aussi voraces qu'idiots, là, mais bon. Moi, je me disais toujours, le gros bon sens va prendre le dessus. On voulait d'ailleurs fusionner avec les gens d'Antidote. Il y avait eu un projet, mais ça, c'était pas assez gros. Il fallait que ça soit avec Microsoft. En fait, c'est ça. Des gens qui ne comprennent pas vraiment. Puis moi, j'étais plutôt du genre à me dire que le gros bon sens prendrait le dessus, mais le gros bon sens n'a pas pris le dessus. J'ai poursuivi mes anciens investisseurs, j'ai récupéré des sous, puis j'ai fondé Lingua Technologies. Et mon nouveau défi, c'était la traduction automatique. Traduction automatique. Tu as passé de la correction automatique à la traduction automatique, ce qui est pas mal, ce qui est dans le même esprit, mais là, on va à plusieurs langues possibles. Oui. Tout à fait. Toujours dans le but aussi de rendre les langues, puis en fait, ce qu'on appelait d'abattre la barrière des langues, le mur des langues. Et je peux dire qu'aujourd'hui, grâce entre autres aux travaux du docteur Yoshua Bengio, qui était mon directeur de thèse pendant une période, là, que nous avons réussi, là, parce que c'est vrai que c'est pas parfait, mais si on regarde l'énorme progrès et vraiment la qualité maintenant des outils de traduction automatique, soit de Google, soit de DeepL, par exemple, la firme allemande là, qui produit aussi Lingui. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on arriverait à faire aussi bien que ça en aussi peu de temps. Je ne pensais pas voir ça de mon vivant. Et je te dirais, c'était le Saint Graal pour nous. Hein. La traduction automatique, c'était vu comme le Saint Graal. Et comme toutes les choses en intelligence artificielle, quand c'est rendu qu'on l'a en main, là, c'est plus de l'intelligence artificielle. C'est intéressant. Ça devient de l'informatique. C'est intéressant, cette traduction-là. C'est vrai que ça se passe comme ça. C'est de l'intelligence artificielle tant qu'on n'est pas capable de la maîtriser. Puis une fois qu'elle est maîtrisée, on lui donne un autre nom. C'est de l'informatique, c'est de l'actuariat, c'est d'autres choses. Là. Exactement. Donc, très intéressant. Tu parlais de Joshua Bengio. Tu fais ta thèse, une partie de ta thèse avec Joshua. Oui, tout à fait. C'était quoi ta thèse?
Là, raconte-moi pas ta thèse. Là, tu as 2 minutes pour me raconter ta thèse. C'était quoi? Ma thèse portait sur la traduction automatique, mais c'était surtout la désambiguisation et j'utilisais des réseaux. Je comparais deux réseaux de concepts, en fait, deux réseaux qui étaient tirés des textes alignés. Là. Je créais des réseaux sémantiques, je les comparais. Je faisais des comparaisons de similarité avec un noyau, mais je n'ai pas terminé ma thèse avec Yoshua pour plusieurs raisons. Mais en fait, c'est surtout les raisons que mon entreprise Lingua-Technologie, c'était mon gagne-pain, a perdu son plus gros client. Et puis là, j'ai dû faire de l'informatique de la vraie, là, comme on dit. J'ai fait du web. De survivance. Oui, de survivance. J'avais 2 enfants vraiment nouveau-nés, là. En fait, un nouveau-né puis un enfant de 2 ans. Là. Et puis, ça prend du pain sur la table. Ouais. Puis ma conjointe m'a dit maintenant, c'est le temps de te chercher un emploi. et là, c'est là que j'ai terminé, en fait, mon pré-doc avec Yoshua. J'avais présenté, j'avais passé le pré-doc, j'avais même un prototype d'un premier. Mais là, j'ai dû mettre ça sur la glace pendant plusieurs années. Je n'ai jamais repris cette thèse-là. J'ai fait une autre thèse par la suite, autour de 2013, mais sur un autre sujet, mais en relation toujours avec la langue naturelle. Bon, une pré-thèse, il y en a plusieurs, là, des projets qui ressemblent à ça. Des fois, il y a toutes sortes de... On commence quelque chose. La thèse, c'est une personne sur 2 qui termine cette thèse. Là. Donc, tu fais partie des nombreux qui abandonnent un projet pour en repartir un autre. Et dans ton cas, là, on voit que des idées de projets, que ce soit des projets universitaires ou d'autres projets, il y en a plusieurs. Là. Moi, je me rendrais peut-être, Claude, jusqu'à 2019. Moi, c'est le plus récent que je vois. C'est le déploiement de je pense que le nom officiel, c'est du Grand Lexique français de l'intelligence artificielle. C'est ça le titre? Juste 2 minutes, même pas, sur ma thèse que j'ai terminée en 2020. Vas-y. Okay? C'est que j'étais, en fait, à la TELUC, puis je faisais des cours massifs en ligne, là, ce qu'on appelle les CLOM, en anglais MOOC. Okay? Oui, les MOOC. Et on avait un problème, en fait, avec de l'analyse de questions ouvertes. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il fallait qu'on manquait de données. Okay? Donc, l'objectif, c'était d'améliorer les performances d'algorithmes d'apprentissage automatique en augmentant la quantité des données d'entraînement. Et c'était des données de langue naturelle. Donc, j'ai fait des recherches sur la toile, évidemment, pour voir s'il y a quelque chose qui existait. Mais contrairement à la vision par ordinateur puis la reconnaissance de la parole, il y a pas mal de technologies de ce qu'on appelle pour l'augmentation. En fait, en réalité, c'est de l'amplification de données parce qu'on part de données existantes puis on augmente le signal. OK. Et en traitement de la langue naturelle, il y avait très peu de choses à part le remplacement de synonymes. Tu sais, on a un texte, on remplace un mot par son synonyme. Il n'y avait pas de jeu de données là, puissant existant. Là. Non, il n'y avait pas de technique non plus pour amplifier. Tu sais, produire à partir d'un texte, créer plusieurs. Parce qu'avec les images, on peut le faire. Avec une image, tu peux produire plusieurs images. Oui, c'est ça, par des rotations, des translations, des zooms. Alors qu'avec des textes, non. Non. Puis l'idée, c'était de faire appliquer des techniques semblables. Et donc, c'était d'améliorer les performances. Et donc, j'ai travaillé là-dessus, ce qu'on appelle le paraphrasage. En fait, tu prends une phrase, mais l'idée, c'est de de conserver le sens. Okay? Il faut donc que ça soit invariant par rapport au sens, puis que l'étiquette qui est associée, parce qu'on parle d'apprentissage supervisé, que l'étiquette associée au texte reste la même. Okay? Mais tu peux modifier tant que l'étiquette associée reste la même, tant que le sens reste invariant, tu peux modifier la phrase. Et j'ai utilisé des techniques linguistiques, j'ai utilisé des techniques justement combiner ajouter du bruit, ajouter des synonymes, etc. pour arriver à amplifier. Puis ça, c'est ma thèse. C'est une contribution, si tu veux, à l'amplification de données. Vraiment trippant. Profond. Vraiment trippant. Donc, c'était ça le grand lexique français, oui. C'était ça la thèse, puis on s'en allait vers le grand lexique français de l'intelligence artificielle. Ouais. On le voit, le trait, là, c'est pas un hasard si tu arrives au grand lexique français de l'intelligence artificielle. On dirait que les deux sont toujours là, une passion pour la langue, la préservation de la langue, la qualité de la langue, puis éventuellement l'intelligence artificielle, l'informatique, le lien entre l'intelligence artificielle puis la compréhension de la langue. Et 2019, la publication de ce grand lexique français de l'intelligence artificielle. Pourquoi, Claude, produire un grand lexique? En fait, l'idée n'est pas que de moi. Là. J'étais avec Gérard Pelletier, qui est un entrepreneur, un vieux de la vieille, autour du multimédia. Puis lui, il connaissait tout ça. On a dit, bon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus la science des données qui se développe. Puis
on est toujours dans un environnement anglophone. On utilise les termes en anglais, tout ça. Disons que nos cousins français ne nous aident pas beaucoup parce qu'il y a un certain snobisme de leur part, je dirais, d'utiliser des mots anglais pour montrer qu'ils parlent anglais. Puis c'est aussi le rêve européen. Là, puis le rêve européen, ça se passe en anglais, malheureusement. Ils n'ont pas le même rapport avec la langue. Non. Je dirais que si je peux me permettre, Claude, si je peux me permettre, Claude, oui. c'est ce que je ressens aussi ici, c'est l'utilisation de l'anglais, c'est la langue du travail, c'est la langue de nos ancêtres qui, des fois, travaillaient pour des employeurs anglophones. Donc, il y a un lien qui ressemble à ça. Là. C'est-à-dire que quelqu'un qui est colonisé un peu, c'est-à-dire qui maîtrise la langue française, mais qui parle dans un jargon qui emprunte à l'anglais, qui est la langue de l'employeur, qui fait qu'il montre son statut d'employé. Puis Donc, il y a ça, alors qu'en France, je pense que tu as raison, pas nécessairement du snobisme, mais il n'y a aucun complexe, je dirais, par rapport... C'est au contraire, c'est de l'enrichissement. Moi, je suis capable d'utiliser des mots en anglais, en espagnol, puis alors que le rapport ici, c'est pas du tout le même. Donc, même chose pour le français en intelligence artificielle, j'imagine. Oui, tout à fait, exactement. Et donc, moi, l'idée me plaisait de faire... Parce que aussi, j'avais contribué du fait de mon biais là, en faveur du français à enrichir quand même, créer des termes. J'avais créé, entre autres, le terme infobésité. OK? Infobésité, ben oui, pour... la surcharge d'informations. En anglais, il disait « information overload ». Puis j'avais créé un logiciel pour aider justement, dans le cadre de Machina Sapiens, on avait développé un logiciel qui s'appelait InfoScan. Puis l'objectif, c'était de se concentrer, c'était le principe du radar, si tu veux. C'est quoi l'information pertinente là-dedans, c'est ça? Exactement, oui. Puis pour lutter contre l'infobésité, parce qu'on voyait ça comme un fléau, là, la quantité d'informations, puis je pense que ça l'est toujours. Là, infobésité, super beau terme, bravo, vraiment, je vais l'utiliser. Oui, puis j'avais été crédité parce qu'il y avait quelqu'un, même avant même que les anglophones créent le terme « infobésité », c'était quelqu'un de l'Université de Chicago qui l'avait créé, mais il dit « Oui, mais il y a quelqu'un au Québec qui a utilisé ça avant moi. » Puis moi, j'ai utilisé dès 1995, en fait, infobésité. Infobésité, bravo. Donc, tu fais un grand lexique pour... donner un peu de français en intelligence artificielle. On le sait, là, nous autres, dès qu'on parle d'intelligence artificielle, on finit par dire machine learning, c'est sûr, apprentissage machine, il me semble. D'ailleurs, tiens, on a un expert. Apprentissage automatique. Apprentissage automatique. Oui, bien que apprentissage machine n'est pas... je ne jetterai pas des pierres à quelqu'un qui dit apprentissage machine. Il y a quand même un effort, je dirais, d'utiliser un terme en français qui est acceptable, entre guillemets. Il y a des choses non acceptables. Parce qu'il me semble que le sens, il dévie un peu. Tu sais, machine learning, on voit que c'est la machine qui est en train d'apprendre, alors qu'apprentissage automatique, qui apprend? C'est-tu le... Oui. Il n'y a pas de désignation. Il peut y avoir une ambiguïté, mais il y a d'autres, il y a des précédents, comme on parle de traduction automatique, on ne parle pas de traduction machine. En français, il y a, le mot automatique veut en général dire qu'il y a une machine derrière. Qu'il y a une machine derrière, ouais, ça fait du sens. C'est ça. Mais tu sais, c'est des traditions. Là. On s'entend que apprentissage machine, c'est pas si mauvais, mais il y a meilleur qui est apprentissage automatique. Puis encore là, c'est des discussions de linguistes puis des discussions de terminologues. Mais c'est intéressant quand même. Comme moi, là, il y avait le mot data scientist que je ne savais jamais. Comment on le traduit, ce data scientist? C'est-tu le... Scientifique des données. Scientifique des données. De données ou des données? En fait, on dit des données, mais écoute, à chaque fois, il faut que je vérifie parce que moi aussi, je suis pas. Je voulais pas te prendre le. Oui, c'est ça. Il faut que je vérifie à chaque fois. Data scientist, en tout cas, moi, même scientifique de données, je ne sais pas, ça me semble assez pauvre. Oui, en fait, c'est scientifique de données. Moi, je sais que si je regarde mon profil LinkedIn, ça doit être j'ai sûrement utilisé le bon terme. mais tu sais, à chaque fois. Allez voir son profil, c'est une belle façon de pointer vers ton profil, Claude. C'est ça. C'est pas si grave, là, honnêtement. Il y a bien pire que ça. Mais ce qui est important, c'est de faire un bond à la langue française en intelligence artificielle. Oui. Mais il y a pire que ça parce que même en anglais, des fois, les gens ont créé des termes qui font aucun sens. Mais là, vraiment, aucun sens. Ils s'amusent un peu comme des petits gars qui découvrent des choses, mais ce n'est pas des linguistes, ce n'est pas des terminologues. Donc, puis ils ne se posent pas de questions. C'est des exemples, là?
Le One Hot Encoder, là, c'est pas fort, ça. Qu'est-ce que ça fait, un One Hot Encoder, OK? En fait, c'est qu'il y a un bit qui est discriminant, OK? Il y a un bit qui est fort, qui est plus fort que les autres. Puis on a décidé qu'ils l'appelaient hot. C'est hot, OK? Fait que c'est vraiment pas fort, OK? Ça veut rien, ça veut tout et rien dire en même temps. Là. Tout à fait. Puis ça a été traduit en français par encodage à 1 bit show, là, mais tu sais, 1 bit show. Puis bit en plus, ça peut être ambigu. Là, fait que, surtout en français, oui, ça peut sonner assez. C'est pas fort. Assez drôle. Moi, je propose encodage à 1 bit discriminant, parce qu'il y a un bit seulement qui est allumé dans la liste des bits. Là. Il y a un seul bit dans la liste des bits. Qui est discriminant, ben oui, c'est plus bien. Qui est à 1, les autres sont à 0. Ou encodage à 1 bit fort. Tu sais. Mais bon. Quelque chose comme ça. Mais tu peux pas dire un bit show, là. Je m'excuse, là, mais c'est pas réfléchir. Puis en anglais, ils n'ont pas réfléchi. Big Data, traduit en français par mégadonnées, c'est intéressant. Je ne jetterai pas la pierre, je te dirais, mais c'est un second choix. Données massives est plus intéressant. Données massives. Parce que mégadonnées, ça veut dire implicitement 10 exposant 6. Ça veut dire 1 million de quelque chose. Oui, c'est vrai, méga. C'est un préfixe grec. Alors que c'est peut-être pas mal plus que ça de données. C'est peut-être des téras, là. C'est peut-être des téras. C'est souvent des téras. Des pétas. Puis des pétas, là. C'est la dose, là. Donc, massif en ce sens, ça aide à préciser le langage. Là. C'est ça. C'est quelque chose de plus générique que mégadonnées, qui n'est pas mauvais, mais qui fait face à ça, à des problèmes, je te dirais, quand on a des quantités vraiment énormes de données. Le terme, je te disais, data augmentation, c'est plutôt data amplification, puisqu'on parle de données existantes. C'est un peu comme l'amplification dans un amplificateur, par exemple un transistor, okay, qui amplifie un signal. Le signal existe, mais on l'amplifie. Dans les données, c'est pareil. On a des données, puis on les amplifie. On en génère des nouvelles, mais on les génère pas à partir de rien. On les génère à partir de données existantes. Donc, tout ce qu'on fait, c'est l'amplifier. Elle existe, puis on lui donne une plus grande portée, une plus grande force, une plus grande puissance. Tu vois que les gens n'ont pas réfléchi avant de nommer des fois, c'est peut-être juste une mauvaise maîtrise aussi de ce que ça fait. Peut-être une mauvaise maîtrise de la langue, point. Mais il y a pire que ça. Là. Il y a des cas là, où on invente des mots. Je pensais, par exemple, à des mots comme pooling, qu'on utilise en vision artificielle. Là. Ça devrait être sous-échantillonnage. Pooling, ça veut absolument rien dire. C'est mise en commun, là, grosso modo. Tu pools des choses, mais tu vois qu'il n'y a pas de recherche. Il n'y a pas de recherche linguistique, c'est un sous-échantillonnage. C'est qu'à l'intérieur d'une image, tu vas aller chercher des bits à l'intérieur dans un voisinage, OK? Et c'est vraiment du sous-échantillonnage. Et il y a certains auteurs anglophones disent subsampling, mais la plupart, ils utilisent pooling sans se poser de questions. Tu as le mot padding qui est utilisé alors que c'est une bordure, OK? Si tu dis que tu mets une bordure de 0 autour d'une image, ben tout de suite, tu as compris, tu n'as pas besoin de CC, c'est pas chinois, là, c'est facile à comprendre. Mais si tu dis que tu fais du padding, OK? Le padding, en fait, c'est une autre réalité. Le padding, c'est quand tu as une information qui n'est pas assez longue, OK? Qui est plus courte, en fait, des informations de différentes longueurs. Tu vas ajouter des blancs à la fin ou au début pour justement remplir du remplissage, faire du padding. Ça, c'est le bon usage du terme padding. Mais quand tu mets une bordure, OK, tout le tour, autant à la fin qu'au début, puis que c'est juste un pixel ou deux, ben c'est une bordure, c'est un cadre que tu mets. C'est pas du padding. Je m'excuse, là, mais c'est. Puis en plus, le mot existe. Le mot n'existait pas. C'est super trippant de te voir aussi passionné pour. C'est ça, les linguistes, là, passionné pour les mots, des expressions. Je pense. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu commentes cette phrase-là. Je trouve que ça représente bien ton état d'esprit. Je me permets de la lire, ouverture de la citation. Nous devons tout faire ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que l'intelligence artificielle soit aussi québécoise que le sirop d'érable ou la motoneige. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Claude? Ça veut dire, c'est un terme qui est pas beaucoup aimé de nos jours, là. Ça s'appelle l'appropriation. OK? Et bon, c'est pas très politically correct, semble-t-il, d'un point de vue culturel, mais ça, on pourra en discuter, puis c'est un autre sujet. mais l'idée, c'est de s'approprier la technologie. Okay? On peut pas laisser. La technologie, c'est les sciences, c'est trop important pour laisser ça dans les mains des autres. Okay? Il faut se l'approprier. Il faut pas être des spectateurs de la technologie, il faut être des acteurs. Et c'était la raison pour laquelle j'avais créé Machina Sapiens à l'époque. Moi, je ne voulais pas vendre la technologie de Microsoft ou la technologie d'Apple. Je voulais créer la technologie. Okay?
Et c'est pour ça que j'avais fondé Machina Sapiens. Et je pense qu'au Québec, on est capable de le faire. On l'a fait déjà. On l'a fait la motoneige, le sirop d'érable. On est plus que champion là-dedans. Là. C'est un monopole, tout ça pratique. Mais l'idée, c'est ça, c'est de s'approprier l'intelligence artificielle. Et d'autant plus qu'on a déjà des chercheurs, et très nombreux chercheurs, et c'est pas toujours connu. Les plus connus comme Yoshua. Okay? Mais il y a plein d'autres chercheurs, Hugo Larochelle, Donna Prokop. Oui. On a plein de chercheurs de très haut niveau reconnus, puis même dans des ancêtres là, comme Hubel qui a gagné un prix Nobel. C'était sur la vision. Hein? C'est la théorie de l'apprentissage. Là, les premières règles d'apprentissage qui ont été utilisées dans les perceptrons, qui sont toujours utilisées d'ailleurs dans les réseaux profonds, c'est des règles dérivées de ça, finalement. Et ça a été inventé par quelqu'un qui travaillait à l'Université McGill. Okay? Et ça, on a tendance à oublier ça. C'est vrai. Donc, moi, c'est ça. C'est que notre... Oui. Ben, ce qui est intéressant, c'est que je trouve les deux concepts sont intéressants. On peut faire le lien entre... la langue, puis ce qu'on crée, hein, je pense que le concept est intéressant. C'est l'idée qu'en nommant une chose, on la crée. Hein. Si on n'a pas le langage, ben cette chose-là, elle n'existe pas. T'sais, moi, c'est ce que je disais à mes enfants. Tant que tu appelles une bébite, le mot coccinelle, il n'existe pas. Tu ne sais pas à quoi ça ressemble. Quand tu es capable de nommer plus précisément dans ta langue les choses, ben finalement, cette chose-là existe dans ta tête, dans ta culture, dans la société dans laquelle tu vis. Tu as raison, Jean-François, parce qu'il y a un grand écologiste avec qui je jase de temps en temps, là, et il me disait, la première chose, c'est l'émerveillement face à la nature. C'est bien, tout le monde a ça, tout le monde voit le soleil, tout le monde voit les oiseaux, tout ça, les bébites, bon. Et la journée que tu commences à nommer les choses autour de toi, là, il y a une appropriation plus grande, puis un respect plus grand, puis une connaissance plus grande, puis c'est l'évolution vers... une implication plus grande. Donc, pour les écologistes, là, c'est important qu'on nomme les choses autour de nous parce que c'est un premier pas vers une connaissance plus grande puis un respect plus grand des écosystèmes. Puis, il dit, ça finit par la connaissance vraiment profonde, mais il faut passer par le nommer les choses. Exactement. Je pense que c'est le défi qu'au début de notre enquête sur l'intelligence artificielle, c'était un défi que j'avais. Là. Je maîtrisais zéro le langage. Puis tranquillement, on commence à maîtriser des concepts. On commence à avoir des discussions avec des personnes comme toi. On ne comprend pas tout, là, mais tranquillement, il y a un langage. Qu'est-ce qu'ils font? À quoi ça ressemble? En nommant les choses, ça finit par faire du sens. Là. Je vais te donner un dernier exemple de truc complètement absurde. Le drop-out, qui est une technique de régularisation qui est utilisée dans les réseaux de neurones. Ça a été inventé par Jeffrey Hinton, qui est un très grand chercheur, mais qui ne semble pas être un très bon terminologue. Parce que, non, je ne donnerais pas un 10 sur 10 pour ça. Drop-out, c'est l'extinction de neurones. OK? Il aurait pu appeler ça neuron extinction, ou je ne sais pas, extinguish, je ne sais pas trop, mais en français, en tout cas, extinction de neurones, ça dit très bien ce que ça fait. C'est que le neurone, il est éteint, il ne reçoit pas de signal, puis il n'émet pas de signal, il est mort, OK? Il est éteint. Fait que tu peux le rallumer après si, par exemple, tu vas faire ça au niveau pour entraîner le réseau de neurones, puis après, tu vas le rallumer pour... Alors que drop-out, c'est moins explicite là, comme... ça. C'est le fun en milieu universitaire parce qu'on connaît tous les drop-outs. Il y en a quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns. Moi j'en suis jusqu'à un certain point. J'ai été drop-out de mon premier doctorat que j'ai fini finalement ailleurs sur un autre sujet. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est vraiment pas approprié. Et il y a pire que ça parce qu'il y a toute la faune là, de Sesame Street là, qui est dans les modèles, en fait, auto-attentifs. Là. Oui. Ils se sont mis à appeler ça des Transformers. Mais Transformers, là, ça ne dit rien à personne. Okay? Le mot Transformers... Ben, moi, je vois un robot. Là. Oui, exactement. Mais ça, c'est la série. Je vois un jouet robot. C'est les dessins animés Transformers. Ça vient de là. C'est comme ça que ça a été créé. Puis, je m'excuse, là, mais ils en ont fait une entité. Bon, tu vas me dire une pizza, ça porte le mot pizza, puis ça n'a pas besoin d'avoir une racine latine pour comprendre ce que c'est. Là. Une pizza, c'est un objet qui a un nom qui ne veut rien dire. Mais Transformers, là,
en réalité, c'est une architecture auto-attentive ou à auto-attention. Okay? Il y a une attention, puis l'attention, on sait c'est quoi l'attention quand tu es attentif à quelque chose. Donc, il y a déjà un sens plus grand. Et en plus, ça a été inventé par Yoshua Bengio et son étudiant à Badano à Montréal. Donc, il y a une contribution. Puis là, les gens de Google arrivent, ils appellent ça Transformers. Puis là, tout d'un coup, tout le monde parle de ça sans comprendre. Ouais. Puis Transformers, ça peut être n'importe quoi. Tout se transforme. Hein? C'est Lavoisier qui disait ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, exactement. Donc, Transformers, là, c'est vraiment un clin d'œil à une BD japonaise là, du milieu des années 80. Ben oui. Okay? Ils ont appelé leur système. Puis là, après ça, les publications, c'est un tout beau le monde buzzword. utilise ça. Mais même le mot neurone, Claude, j'y pense en te parlant. Même le mot neurone, les premières fois que je l'ai vu, tu sais, moi, j'ai une formation en biologie. Puis un neurone, c'est vraiment compliqué à comprendre, à concevoir. Puis, même pour ceux qui connaissent la biologie, qu'est-ce que ça fait exactement un neurone? C'est la limite entre l'électricité et de la chimie, ça se passe entre les deux. De prendre un concept aussi compliqué pour illustrer un autre concept dans un nouveau... Moi, je ne l'ai jamais trop compris. Là. Pourquoi se servir du mot neurone? Je trouve que ça ajoute, peut-être pour faire le lien avec l'intelligence. Puis là, il y a des neurones dans le cerveau, il y a des neurones informatiques, mais je trouve que ça ajoute encore plus d'informations cryptiques dans un domaine qui est dur à comprendre. Là. Mais ça ajoute surtout l'impression qu'on est déjà à l'intelligence artificielle. Ouais. En fait, moi, j'en viens à me dire, des fois, quand je regarde le comportement des gens, là, les anti-vaccins, tout ça, je me dis peut-être qu'on est artificiellement intelligents nous-mêmes. Là. Mais disons que je me pose des questions, mais tu as raison, c'est une simplification parce qu'on pourrait dire qu'un neurone, c'est un peu comme un oiseau versus un avion. Les deux volent, mais c'est vraiment pas de la même façon. Vraiment pas. Entre un neurone dans la tête, qui est à la limite entre la physique puis la chimie, puis un neurone informatique, je ne sais pas trop. Là. Je pense que ça aide à concevoir ou à faire des liens entre l'informatique puis l'intelligence humaine. Le processus de calcul de logique ou d'une combinaison peut-être, là, mais je trouve que le pont évite le raccourci, puis des fois, pour se comprendre, le langage, c'est quelque chose, le langage doit être précis. Là. Si tu fais juste rajouter des zones d'ambiguïté, tu aides personne. Là. Tout à fait. Moi, en fait, il y a deux raisons pour mon combat, je te dirais, sur On va terminer avec ton combat, Claude. Vas-y, quel est ton combat, Claude? Mon combat, c'est vraiment de l'appropriation. Je veux dire qu'on puisse nous-mêmes créer notre technologie, puis nos besoins, répondre à nos besoins. Puis un écosystème en IA, ça a plusieurs couches. Hein. Actuellement, on a le haut de la pyramide, là, les chercheurs de pointe, on les a. J'en les ai nommés tout à l'heure. Ça va bien. Le problème, c'est qu'on forme des gens qui s'en vont après à l'étranger, dans les firmes du GAFAM. Et donc, il y a peu de rétention, il y a peu de retombées locales en dehors du fait que ces gens-là consomment, publient, etc., puis que ça a une certaine renommée. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ça retombe dans nos industries de base là, et qu'on puisse dire, l'intelligence artificielle, oui, on la maîtrise, et non seulement on la maîtrise, mais on l'applique. Oui. Ça, c'est vraiment... Oui. On la maîtrise, on la nomme, on la crée ici même au Québec. On a le potentiel, on le voit bien dans la francophonie, de la même chose. Je pense qu'on a des auditeurs en Afrique, dans le Maghreb, en Europe. Eux autres aussi, nommer, créer, c'est s'approprier aussi d'une certaine façon ce beau buzz, cette belle industrie qui est celle de l'intelligence artificielle. Écoute, Claude, on doit s'arrêter ici. Tu auras l'occasion de nous faire part de tes nombreuses expériences, de tes nombreuses réflexions sur ce sujet dans nos prochains épisodes. Mais on va s'arrêter ici. Donc, Claude Coulombe, c'est son nom. Vous pouvez le trouver partout. J'ai fait la même chose. Faites vos recherches sur les réseaux sociaux, vous allez le trouver. Donc, un autre ajout à notre équipe. On cherchait des curieux pour participer à nos discussions sur les enjeux éthiques, sociaux associés à l'intelligence artificielle. En voilà un autre qui va vous représenter. Vous voyez bien le champ représenté, c'est concret, c'est appliqué, c'est dans l'industrie, c'est de l'ordre de l'invention, la programmation. Bien hâte de t'entendre à ce micro, Claude. Merci, je suis content de contribuer à votre très beau balado. Merci Claude, merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'IA Café. Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.